Dans un coin tranquille de la ville, à l'écart des rues principales animées, se trouve un lieu où une nouvelle vie commence. On l'appelle l'atelier Renaissance. Ce n'est pas n'importe quel atelier rempli de sueur et de l'odeur du bois fraîchement coupé. C'est un sanctuaire, un lieu d'espoir. Son fondateur est Marcus, un homme qui connaît trop bien le froid de la rue. Il a lui-même été sans abri, perdu dans l'ombre de la ville. Mais Marcus portait un rêve en lui, une petite flamme qu'il protégeait des vents violents du désespoir. Il voulait construire plus que de simples meubles. Il voulait reconstruire des vies, à commencer par la sienne. Il connaissait le sentiment d'être invisible, d'être oublié par le monde qui s'empressait. Marcus n'a pas construit ce rêve seul. Il a cherché d'autres personnes comme lui, des hommes et des femmes qui dormèrent dans des entrées et sous des ponts, des gens dont les visages portèrent des histoires engravées. Il leur a offert non seulement un endroit chaud où rester pendant la journée, mais un but. Il leur a offert ses connaissances, ses mains et sa confiance. Il a commencé à leur enseigner l'art de la menuiserie, une compétence qu'il avait apprise il y a longtemps, avant que la vie ne prenne une tournure difficile. Les premiers membres de son équipe étaient hésitants, leurs mains peu habituées à un travail si délicat, leurs esprits fatigués. Mais Marcus était patient. Il leur a montré comment tenir un outil, comment poncer un morceau de bois jusqu'à ce qu'il soit lisse, comment voir le potentiel caché dans une planche brute. L'atelier s'est lentement animé des sons de la création. Il y avait le doux vrombissement de la ponceuse, le tapotement rythmique d'un marteau, le murmure tranquille d'encouragement. Chaque personne apportait sa propre histoire silencieuse dans l'espace, ses propres fardeaux et ses propres rêves oubliés. Pour beaucoup, c'était la première fois depuis des années qu'ils faisaient partie d'une équipe, la première fois que quelqu'un avait cru en eux. Marcus savait qu'apprendre un métier n'était qu'une partie du voyage. L'autre partie était d'apprendre à faire confiance à nouveau, à travailler ensemble, à partager un rire autour d'une tasse de café. L'atelier Renaissance est devenu une famille légèrement brisée mais résiliente, liée par l'objectif commun de créer quelque chose de beau. Lentement, la confiance a commencé à éclore dans les coins tranquilles de l'atelier. L'équipe a appris à mesurer 2 fois et à couper 1 fois, non seulement avec le bois, mais avec leur propre vie. Ils ont appris qu'une erreur n'était pas un échec, mais une chance d'apprendre et de s'adapter. Marcus a montré l'exemple, ne haussant jamais la voix, offrant toujours une main ferme. Il voyait le potentiel en chaque personne, même quand elle ne le voyait pas en elle-même. L'atelier était plus qu'un lieu d'emploi, c'était une école de vie, un lieu où les morceaux brisés étaient soigneusement réassemblés, non pas pour cacher les fissures, mais pour rendre l'ensemble plus fort et plus unique qu'auparavant. Ce fut le premier chapitre de leur histoire collective de renaissance. La philosophie de l'atelier Renaissance était simple mais profonde. Rien ne devait être gaspillé. Cela s'appliquait autant aux personnes qu'aux matériaux. Marcus insistait sur l'utilisation exclusive de bois de récupération et éco-responsable. Il récupérait de vieilles poutres de bâtiments démolis, trouvait des palettes abandonnées derrière les supermarchés et sauvait des planches de parquet oubliées dans de vieilles maisons. Pour l'équipe, ce processus était profondément symbolique. Il prenait des matériaux que d'autres avaient jetés, des choses jugées sans valeur, et les transformait en objets de beauté et de fonction. Chaque morceau de bois avait un passé, une histoire, tout comme chaque personne qui le travaillait. Ce lien avec le matériau rendait leur travail profondément personnel et significatif. Leurs créations ont commencé à prendre forme, chacune unique et pleine de caractère. Ils fabriquaient des tables à manger robustes avec des motifs de grains complexes, des chaises élégantes qui semblaient nous murmurer des contes de leurs vies antérieures et de charmantes bibliothèques parfaites pour contenir de nouvelles histoires. Rien de ce qu'ils fabriquaient n'était produit en série. On pouvait voir la touche de la main humaine dans chaque joint, chaque surface lisse, chaque détail soigneusement choisi. Le mobilier n'était pas seulement écologique, il était bon pour l'âme. Il portait la chaleur et la résilience des personnes qui avaient mis tout leur cœur à le fabriquer. Ils ne construisaient pas seulement des meubles, ils créaient des symboles tangibles de leur propre transformation, pièce par pièce. La nouvelle de leur travail exceptionnel a commencé à se répandre, d'abord par le bouche à oreille, puis par les marchés locaux. Les gens étaient attirés par l'authenticité de leurs produits. Ils admiraient l'artisanat, mais ils étaient véritablement touchés par l'histoire derrière chaque pièce. Bientôt, la propriétaire d'une prestigieuse boutique du centre-ville l'a remarqué. Elle a vu au-delà du bois de récupération. Elle a vu le récit puissant d'espoir et de renouveau. Elle a décidé de présenter leur collection dans son magasin.
plaçant leurs tables et chaises rustiques à côté de marques de designers. Soudain, le travail de ces artisans autrefois oubliés se trouvait dans l'un des showrooms les plus élégants de la ville, un témoignage de leur incroyable parcours. Ce succès commercial fut une victoire monumentale pour l'équipe. C'était la validation que leur travail avait de la valeur, que leurs compétences étaient respectées. Les revenus des ventes ont permis à l'atelier de devenir autonome, d'acheter de meilleurs outils et d'offrir un salaire réel à ses membres. Voir leur création exposée dans un magasin haut de gamme, avec un prix qui reflétait leur qualité, était une immense source de fierté. Cela prouvait qu'ils n'étaient même pas des objets de charité, mais des artisans qualifiés dont le talent était reconnu et recherché. Ils avaient transformé des matériaux jetés et des vies brisées en quelque chose de vraiment précieux. Et le monde commençait enfin à y prêter attention. Pour Marcus, le succès de l'atelier était intimement lié à sa propre renaissance personnelle. Pendant si longtemps, son adresse avait été un banc de parc ou un abri temporaire. Le premier salaire qu'il a gagné grâce aux ventes de l'atelier n'a pas été dépensé pour des conforts éphémères, mais économisé dans un but unique. Après des mois de travail acharné et d'économie prudente, il a finalement tenu les clés de son propre petit appartement. C'était un endroit simple, avec juste une pièce et une minuscule cuisine, mais pour lui, c'était un palais. La sensation de fermer sa propre porte la nuit, d'être en sécurité et au chaud dans un espace entièrement à lui, était une joie qu'il avait presque oublié être possible. C'était le fondement sur lequel il pouvait reconstruire le reste de sa vie. Avec un toit au-dessus de sa tête et un but stable chaque jour, Marcus a trouvé le courage d'affronter son passé. Il était en froid avec sa famille depuis des années, la honte de sa situation créant un fossé entre eux. Il a pris le téléphone un soir, la main tremblante, et a appelé sa sœur. La conversation fut hésitante au début, remplie de longs silences et de douleurs inexprimées. Mais il lui a parlé de l'atelier, des meubles, de l'équipe. Il a parlé non pas avec honte, mais avec une nouvelle fierté tranquille dans sa voix. Il l'a invité à visiter l'atelier, à voir ce qu'il avait construit. Cette visite fut un tournant, un pont fragile construit à travers des années de distance et d'incompréhension. Sa famille a vu l'homme qu'il était devenu, et non l'homme qu'il avait été. Ils ont vu la lumière revenir dans ses yeux, la force dans ses mains, le but dans chacun de ses mouvements. Ils ont vu les beaux meubles, mais plus important encore, ils ont vu la communauté qu'il avait favorisée. Le lent et prudent processus de réconciliation a commencé. Les dîners de famille ont remplacé les nuits solitaires. Les conversations remplies d'espoir ont remplacé celles remplies de regrets. Marcus n'était plus seulement le frère qui s'était perdu. Il était Marcus, le fondateur, le créateur, l'homme qui avait bâti un sanctuaire pour les autres à partir des décombres de sa propre vie. Il reconstruisait ses liens familiaux, une conversation honnête à la fois. Ce retour à lui-même fut peut-être sa plus grande création. Il marchait plus droit, ses épaules n'étant plus courbées contre le froid ou les regards indifférents des étrangers. La fierté qu'il ressentait n'était ni bruyante ni arrogante, mais un noyau tranquille et solide d'estime de soi. Cela venait des résultats tangibles de son travail acharné, du respect qu'il avait gagné de son équipe et de la reconnexion avec les personnes qu'il aimait. Marcus n'avait pas seulement trouvé un foyer, il était revenu à lui-même. Il était la preuve vivante du nom de l'atelier, une véritable renaissance de l'esprit humain, démontrant qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire une vie à partir de zéro. Parmi les nombreuses vies touchées par l'atelier, l'histoire d'Alexandre brille d'un éclat particulier. Alexandre avait été musicien autrefois, ses doigts dansaient sur les touches de piano, créant des mélodies qui remplissaient les salles de concert. Mais la vie lui avait joué un tour cruel, et il avait tout perdu, sa musique, sa confiance, sa maison. Quand il est arrivé pour la première fois à l'atelier Renaissance, il n'était que l'ombre de lui-même, silencieux et replié. Ses mains, qui autrefois créaient une musique magnifique, étaient dès maintenant hésitantes et incertaines. Il sentait qu'il n'avait plus rien à offrir, que son étincelle créative avait été éteinte à jamais par les dures réalités de la vie dans la rue. Il observait les autres travailler, un observateur silencieux dans un monde auquel il ne sentait plus appartenir. Marcus a vu quelque chose dans le regard tranquille d'Alexandre. Il ne l'a pas forcé. Au lieu de cela, il lui a simplement donné un petit bloc de bois et un morceau de papier de verre. « Sens juste le bois », lui dit-il doucement. « Écoute-le. » Pendant des jours, Alexandre a fait exactement cela. Il a poncé le bois, sentant son grain, ses imperfections, sa force.
Lentement, quelque chose a commencé à remuer en lui. Il a commencé à voir le travail non pas comme un labeur manuel, mais comme un autre type de composition. Le rythme de la scie était comme un battement, le ponçage une douce mélodie, l'assemblage de deux pièces une harmonie. Il ne créait pas de musique avec des notes, mais avec ses mains, avec le bois, avec l'effort. Il a découvert un nouveau genre de joie créative, une joie solide et tangible. Il a commencé à se spécialiser dans les finitions, les détails complexes qui transformaient un simple meuble en œuvre d'art. La sensibilité de son âme de musicien lui permettait de voir des motifs et des flux que d'autres ne voyaient pas. Il passait des heures à polir une table jusqu'à ce qu'elle brille comme une flaque d'eau sombre, sa concentration absolue. Il créait à nouveau, et avec chaque pièce terminée, une partie de son ancien moi revenait, plus forte et plus résiliente qu'avant. L'atelier lui a rendu ses mains, et ce faisant, il lui a rendu son âme. L'atelier Renaissance est plus qu'une simple entreprise, c'est un puissant symbole d'espoir. Il témoigne de l'idée que chacun mérite une seconde chance, que personne n'est irréparable. Il montre qu'un travail significatif peut être un outil puissant de guérison, de reconstruction de la dignité et de promotion de la communauté. Les histoires de Marcus, d'Alexandre et de tous les autres qui y ont trouvé leur chemin sont tissées dans la trame même des meubles qu'ils créent. Chaque table, chaque chaise est un chapitre d'une histoire plus vaste de résilience, de transformation et du pouvoir incroyable de personnes travaillant ensemble pour construire un avenir meilleur, pour elles-mêmes et les unes pour les autres.